L'émergence de ma micro-entreprise, elle s'est faite à la suite d'une dépression. Tu viens de mettre 20 000 balles dans une école et en fait tu veux même pas bosser dans ce secteur. Je sortais de l'école, je m'étais rendu compte que je trouvais pas ma place du tout sur les plateaux, que j'étais pas heureuse, que je ne voulais pas faire ça et j'éprouvais une culpabilité monstre. Et j'ai besoin de toucher le fond, tu sais, pour prendre l'élan de remonter et de me dire tu seras pas heureuse non plus en étant vendeuse et tu peux pas t'enfoncer dans cette zone de confort. Donc je suis née à Nice et puis j'ai bougé du côté d'Avignon quand j'avais 4-5 ans, quand mes parents se sont séparés. Ça a été un gros shift dans ma vie, qui est arrivé finalement très tôt, mais vraiment aujourd'hui ça m'a amené aussi à considérer les choses autrement parce que ce qui pourrait être à la base vu comme un trauma, quelque chose de super dur à vivre, j'ai voulu en faire une force. La rupture a été très violente, mon père a été violent avec ma mère, etc. J'ai vu des choses, je pense qu'en fait on devrait pas voir. Quand j'étais petite, je savais jamais quand j'allais le voir et du coup chaque retour de week-end, je pleurais pendant 3 jours. Cette façon de pleurer que j'avais, c'était aussi une manière de dire je sais qu'en fait chaque fois que je le vois, je m'en éloigne un peu plus. Quand j'avais envie juste de lui parler, il me disait il y avait des télés partout dans cette baraque, c'était mon angoisse quoi. Le peu de fois où j'ai voulu lui montrer les choses qu'on pouvait produire en école, et même quand je lui montrais mes photos, c'était je regarde la télé. C'est trop bizarre parce que tu me fais la misère au quotidien en me disant que je viens pas assez, que je ne t'appelle pas, mais quand je suis là, tu ne m'accordes aucune importance. Au début, ça m'a fait de la peine et puis après, je me suis dit, maintenant même les événements difficiles, ils ont leur place dans ma vie et je les accueille parce que c'est pas quand tout va bien aussi que tu peux faire le point sur ta vie, mettre en place de nouvelles choses. C'est sûr que si mon père avait été présent dans mon quotidien, etc., je pense que j'aurais pas développé ça comme je l'ai développé. Et aujourd'hui, mais mille merci d'avoir vécu comme j'ai vécu, avec ma mère, puis avec mon beau-père, sans mon père surtout. Vraiment. Genre, merci. Parce que si mon père était resté, je n'aurais jamais eu l'adolescence que j'ai eue, la liberté de penser, de vivre, d'essayer, d'être moi en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup voulu resserrer ses vis et tout pour faire de moi ce qu'il voulait que je sois et ça n'a jamais fonctionné. J'ai quand même vécu très longtemps seule avec ma mère. Ma mère c'est tout pour moi quoi. Donc je lui disais tiens je vais dans un hangar abandonné faire des photos. Tu sais où je suis, elle savait où ça se trouvait, j'avais de la batterie, un téléphone chargé. Et c'est tout quoi. Et je pense qu'à l'époque mon père c'était tu vas où, avec qui, pourquoi, tu vas faire quoi, non je suis pas d'accord. On dit souvent que les artistes pour bien créer ils sont torturés. C'est vrai que peut-être que les difficultés que j'ai eues dans ma vie elles ont été pour moi une matière à créer parce que j'avais peut-être un besoin d'exorciser un peu des choses. Donc j'ai testé un max de médiums comme on dit sur le plan créatif quand j'étais gosse. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du métier à tisser, j'ai fait de la poterie, j'ai fait des expériences scientifiques, j'ai fait de la photo. Très jeune en fait, elle m'a acheté mes premiers appareils photo jetables quand j'avais 5 ans. C'était un moyen de restituer un peu mon quotidien, ce que je voyais, comment j'aimais montrer les choses. Donc je me sentais ultra chanceuse de recevoir un jetable de temps en temps, que voilà, je le regardais, je me disais bon t'as 36 poses. J'aimais beaucoup utiliser la photo comme un moyen de garder, de confier en fait aux images ce que la mémoire ne peut retenir. Mais je sais que j'ai une sensibilité qui est exacerbée, je vis tout fois 1000, les peines, les bons moments, donc c'est pas toujours facile pour moi, mais je pense qu'il y a eu l'occasion et l'opportunité de tester plein de moyens d'expression sur le plan créatif. Et en fait la photo c'est le seul truc qui est resté. Aujourd'hui je ne dessine plus, je ne fais plus de poterie, je ne fais plus de bijoux, je ne peins plus, je fais plus tous ces trucs là. Mais par contre la photo c'est vraiment resté dans mon adolescence à mort. Et ça s'est vraiment développé à cette période là parce que je me souviens, j'étais tombée sur un site qui s'appelle Les Ventes du Diable, je sais même pas si ça existe encore. J'avais un tout petit peu d'argent de côté et je m'étais offert mon premier réflexe du coup en 2011. Je veux dire en plus j'ai eu la chance de commencer la photo à une époque où t'avais pas les réseaux sociaux, donc pas cette obligation de résultat. Donc je faisais ça en fait en mode je fais des photos puis en fait si personne ne les voit, personne ne les voit. Mais moi je les ai faites et moi je les ai. Mais j'ai eu aussi des amis au lycée qui me disaient mais tu sais Lynn, pour faire de la photo faut avoir du talent. Et moi j'étais en mode est-ce une délicate façon de me dire que je n'ai pas de talent? Je sais pas, enfin... À l'époque, je trouve qu'au lycée, c'est un peu vache, t'es en pleine construction, tu sais pas trop quitter. On te demande à 17-18 ans de choisir le métier que tu vas faire, mais enfin... impossible! Mais pour beaucoup d'entre nous, il y a eu des réorientations, il y a eu des mauvaises orientations aussi, ce qui a été mon cas, mais encore une fois, merci la vie, parce que c'est de passer par là qui a rendu ma prise de conscience vachement plus forte, en mode mais non, mais en fait... je suis pas heureuse là, j'ai envie de faire de la photo, je vais faire de la photo. L'émergence de ma micro-entreprise, elle s'est faite à la suite d'une dépression. Je sortais de l'école, je m'étais rendu compte que je trouvais pas ma place du tout sur les plateaux, que j'étais pas heureuse, que je ne voulais pas faire ça, et j'éprouvais une culpabilité monstre parce que je me suis
tu viens de mettre 20 000 balles dans une école et en fait tu veux même pas bosser dans ce secteur. Puis en fait une expérience elle est jamais perdue, donc à tous les gens qui auraient fait des trucs comme ça, ne culpabilisez pas parce que de toute façon la culpabilité elle ne te rend rien, elle t'enfonce. Donc je me suis dit ok, bon en fait je suis pas heureuse sur les plateaux, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un job à mi-temps. J'étais vendeuse chez American Vintage. Je vendais des pulls, des t-shirts. Parce qu'à l'époque, mon père ne voulait plus m'aider et puis ma mère s'est retrouvée en arrêt de travail, donc pas beaucoup de moyens non plus à ce moment-là, donc j'avais vraiment ce truc de faut que je sois indépendante. Et j'ai eu besoin de toucher le fond, tu sais, pour prendre l'élan de remonter. Et en fait, au milieu de cette carrière de vendeuse, j'ai décidé de monter ma micro parce que j'allais vraiment pas bien. En premier temps, j'ai fait les démarches. Puis j'avais déjà le compte Insta, je l'ai rebaptisé. T'as pas de mode d'emploi, t'as pas de modèle. Je sais que j'avais contacté à l'époque 2 personnes qui faisaient des choses que j'aimais beaucoup. Donc il y a Nathan Cahen qui est réalisateur et il y avait aussi Steven Erteller qui a monté Studio 6. Et je les avais contactés en mode je me lance, je suis pleine de doutes, j'ai super peur. Donc j'avais pu échanger avec eux, ça m'avait rassurée. Je me suis inscrite sur des plateformes de freelance comme Malte, Willens à l'époque, Miro aussi qui me proposait pas mal de prestats en mariage, de bouche à oreille, puis de rencontres, et puis de réseau social, et puis de culot aussi. Vachement de culot. Au début, moi j'étais très tétanisée à l'idée de demander des choses, de me présenter, etc. Puis je me suis dit, bon, pire. Et en fait, je pense qu'on a toujours besoin d'une fois ou deux où ça se passe bien pour se dire, en fait, ok, ça n'a tué personne d'oser. Et je me l'ai même fait tatouer sur le bras, j'ai un ose maintenant, là en mode, rappelle-toi. Tu sais, quand t'as des petites baisses, des petits moments comme ça, tu te dis, ose, vas-y. Et au pire, ça te donnera des indications sur comment aborder les choses après, au mieux, marche quoi. J'ai eu des clients des fois avec qui ça s'est pas bien passé, il en faut, c'est important. Tu peux pas avoir un taux de satisfaction de 100% à moins de rogner aussi sur tes valeurs, tes envies, tes convictions. Incroyable, je tournais des vidéos à destination de Snapchat, je crois que ça allait que sur Snap à l'époque. Et c'était avec un média féminin assez connu dont je citerai pas le nom évidemment. Et en fait, ça se passait pas super bien, c'était une entreprise que des meufs. Et moi je me sentais pas très bien parce que je sentais qu'il y avait ce truc de meuf de je te souris mais dès que t'es plus là, je te taille, je te poignarde dans le dos. Et c'est notamment une stagiaire avec qui j'ai tissé des liens là-bas qui m'avait dit Lynn, ne renouvelle pas ton contrat, quand t'es pas là, ça parle super mal de toi. Et moi j'étais là en mode mais ça a quel intérêt en fait de faire ça. Et en fait à un moment donné c'est peut-être pas non plus à moi de venir alors il y a des problèmes. Et je me souviens qu'elle m'avait dit non mais Lynn, t'as pas saisi le côté premium, luxe de la chose. Et j'étais là en mode donc en fait quand dans tes astuces beauté on peut lustrer une chaussure avec une capote, on peut parler de luxe, c'est complètement dissonant ton propos. Donc je me suis retrouvée avec des gens comme ça, avec qui ça ne matchait pas, et j'ai trouvé les ressources, le courage aussi de partir. Et très souvent on attend que l'opportunité se présente pour quitter. En fait non. Il y a aussi beaucoup d'images préconçues sur la photo, et ça je l'ai beaucoup entendu quand j'ai voulu me lancer, et même quand j'avais envisagé ça comme une potentielle carrière en 2014 à ma sortie du bac. C'est bouché, il n'y a pas de job. En fait ça c'est des discours que les gens recyclent sans vraiment les interroger. L'image, le visuel, c'est au goût du jour plus que jamais. Donc en fait c'est le métier peut-être le moins bouché. Alors après il y a beaucoup de monde et je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Faut juste trouver une manière de prendre sa place, oser prendre sa place, oser prendre la lumière, oser rayonner sans être un nuage pour les autres en fait. Mais un jour je tombe sur une photo sur Instagram et je suis troublée. Parce que je vois ma colo, je vois mon grain, je vois tous mes codes, tout mon contraste, toutes ces petites choses qui caractérisent mon travail dans une photo qui m'appartient pas. Je me suis sentie dépossédée de mon identité visuelle en fait. De quelque chose que pour le coup, ouais, moi je peaufine depuis des années. En fait, ça arrivait en 2021 cette histoire, mais ça faisait 10 ans que je pratiquais au quotidien de la photo. Il y a 1 an et demi, j'ai vécu ce que j'apparente à une trahison à double sens avec une personne que je considérais comme ma meilleure amie. J'avais déjà ma passion pour la photo qui était développée et qui n'a pas attendu cette personne vraiment pour que ça se fasse. Et quand j'ai rencontré cette fille à la fin de mes études, elle a pris une place centrale dans ma vie en fait, je suis la personne qui te comprend. Elle avait une appétence pour la photo, donc on a commencé à faire des projets ensemble, je l'ai beaucoup intégré à ce que je faisais. Et on a eu une petite altercation par rapport à une histoire de soirée où j'ai voulu aller, où elle voulait pas que j'aille. Et quand je vois que c'est elle, la photo, le screen hurlait plagiat. Tu sais genre c'était chaud. Enfin la meuf elle avait les clés de chez moi quand même, elle était fourrée dans mon appart 3 à 4 jours par semaine. Je veux dire, j'ai perdu des repères à ce moment-là aussi. Là j'ai l'impression de voir mon travail en fait. C'est super bizarre et ça me dérange et sache qu'on appelle ça du plagiat. Et en fait elle était là en mode plagiat MDR.
t'as rien inventé, je peaufine un truc que j'ai toujours fait, non mais t'as pas inventé les retouches au ton marron, mais un truc, t'es complètement folle. Et le t'es complètement folle, il m'a fait presque douter de ma santé mentale pendant plusieurs mois. Parce que quelques mois auparavant, elle me qualifiait de mentor. Donc j'ai pas compris comment je suis passée du mentor à la folle, tu vois. Par la suite, je me souviens, j'avais fait un shoot en collab avec un pote photographe. En fait, il avait sorti son appareil photo, il regardait ses photos qui étaient super, etc. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que j'ai aussi dans le boîtier. Et en fait, je me suis mise à chialer. En mode, je sais plus photographier. J'arrive plus, j'ai plus envie, je sais plus faire, c'est nul, je sens rien et ça sera moche et vraiment, mais je ressentais une détresse à ce moment-là de me dire tu sais plus faire quoi. C'est chaud parce qu'en fait aujourd'hui c'est ton métier, il y a toute ta vie quand même qui repose dessus, donc va falloir reprendre goût là, va falloir se mettre un coup de pied au cul. J'avais pas envie que mes photos me rappellent sans cesse ce truc là et aujourd'hui avec un an de recul, un peu plus, je suis hyper contente parce que je suis très heureuse de l'esthétique que j'ai aujourd'hui, de comment elle a évolué, d'avoir réussi à faire quelque chose de ça. Être photographe freelance, c'est aussi comment tu composes tes images, comment tu leur donnes vie après en retouche, mais c'est surtout toi. Comment tu leads une séance, comment tu organises les choses, comment tu gères une entreprise au quotidien, comment tu gères ton avenir, tes envies. Et comme je le disais, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de faire mon métier, c'est-à-dire être photographe, pas gérer des réseaux sociaux, des relations, de la communication. J'aime pas faire ça. J'aime pas. Faire des stories pour montrer ce que je fais, j'aime pas. J'ai pas ce besoin de prouver que je fais des choses, etc. Et pour moi, ouais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme je l'ai imaginé, l'âne et la carotte, parce que tu cours après des résultats et tu te mets toi-même une obligation de résultat parce que tu baignes dans une abondance de contenu, mais c'est extrêmement oppressant et angoissant parce que t'imagines, genre, tu dois faire toujours mieux. Mais alors que t'as pas toujours les mêmes conditions lumineuses, t'as pas la même inspiration, le même modèle, la même créativité ce jour-là et... juste, moi je pense qu'il faut juste essayer de faire mieux dans son approche, dans sa façon de faire, etc. Mais le contenu, foutez-lui un peu la paix, quoi. Parce que t'as toujours ce truc de je shoot, ouais c'est incroyable. Je rentre chez moi, je dérush, ouais c'est la folie. Je laisse reposer, je reviens dessus, je fais ah ouais en fait, j'ai pas tant de bangers que ça, tu vois. Puis après tu retouches, t'es en mode waouh c'est trop beau. Et puis tu laisses reposer, tu fais ah ouais non c'est pas ouf. Moi des fois je tombe sur des trucs et je me dis non mais je peux pas poster. C'est pas incroyable, parce qu'il faut que ce soit toujours incroyable. J'ai pu faire des rencontres incroyables, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à la photo. Et aujourd'hui, quand j'ai envie de faire un projet personnel, je sais aussi que je peux appeler une amie et juste lui dire viens on shoot. De toute façon, les relations, qu'elles soient amicales ou familiales, elles ont pu influencer ma façon d'aborder la photo aujourd'hui comme métier, mais aussi comme passion, puisque ça le reste. C'est très important que ça le reste. Pour moi, la photo, c'est un peu l'épicentre de plein de choses en fait. C'est au carrefour de ma vie perso, de ma vie pro. Et le fait d'avoir 25 ans, ça a été aussi un énorme déclic dans ma façon de voir les choses, dans mes angoisses aussi, la peur de manquer, ce besoin d'abondance tout le temps. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses plus importantes, que tu peux juste, au lieu de dilapider cette énergie à être... parce que l'anxiété pour moi ça a été quelque chose... Je suis toujours anxieuse, beaucoup moins aujourd'hui mais je le suis toujours. C'est quelque chose qui est tellement énergivore, ça te bouffe. Je prends l'autoroute pour aller sur un mariage, j'ai beau avoir fait mon sac en conscience la veille, je m'arrête sur le bord de la route parce que je fais de la tachycardie parce que je suis en train de me dire si t'as oublié tes cartes, en fait faut que tu fasses marche arrière et tu sais c'est une escalade. Et genre faut que tu rentres chez toi récupérer tes cartes mais du coup tu seras en retard et du coup mauvaise image du client et il te rappellera pas et machin et ta gueule. Genre, à toutes les personnes qui ont envie de se lancer et qui osent pas parce qu'elles doutent, etc. Tu vas douter de tes capacités toute ta vie tant que tu les auras pas testées. Parce que c'est pas des trucs qui sont innés dans le sang, comme respirer, comme vivre, tu vois. C'est des choses qui s'apprennent et il faut cultiver sa curiosité, son appétence à découvrir des choses. Tu veux passer ta vie à te poser la question de qu'est-ce que ça aurait donné si je l'avais fait, alors qu'en fait juste fais-le et comme ça à la rigueur t'as pas de regret, t'auras essayé. Et soit c'est fait pour toi, ça c'est pas fait pour toi, soit finalement tu te rends compte que c'est plus une passion qui doit rester une passion, soit pour moi c'était une évidence, j'allais être malheureuse si je ne faisais pas ça. Et pour moi c'était inconcevable de vivre une vie malheureuse parce que je considère que j'ai quand même déjà été un peu malheureuse durant ma vie d'enfant, ma vie d'ado, etc. et même de jeune adulte. Et je me suis dit non Lynn, la vie c'est un cadeau, c'est incroyable, t'es sur terre, t'as de quoi regarder, manger, marcher, le corps est tellement bien fait, le monde est tellement bien fait en fait. Juste vis parce que le temps il défile et c'est vrai quand t'es gosse la dilatation du temps n'est pas la même. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces trucs là de loi d'attraction, d'univers et tout. Pour ma part ça me régit à fond dans ma vie et j'y crois à mort parce que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai cru, à chaque fois que j'ai demandé, à chaque fois que je me suis mise dans la démarche d'obtenir quelque chose, je l'ai eu.
pour progresser et pour atteindre un niveau, il faut persister. Moi, quand on me dit « Ah, tu fais des photos magnifiques », je dis ouais, « Vous savez pas ce que j'ai fait avant parce que c'était sacrément moche des fois. » Enfin, l'échec est tellement important dans la construction et dans la réussite. Pour moi, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a pas d'échec sans réussite non plus. Juste à toi de trouver ta source d'inspiration.